Cette démocratie populaire a duré longtemps. Elle a duré jusqu'à la période actuelle. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la dictature. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Non, oui, vous êtes clair. Rachid, les Kabyles, il y a deux choses qui les mettent mal à l'aise. Il y a l'hymne national, il y a le drapeau algérien. Est-ce que si l'idée de l'Algérie algérienne aurait abouti, est-ce que ce sont deux choses que vous allez changer? Alors, je partage absolument votre idée en ce qui concerne l'hymne national. Disons que l'hymne national a fait son temps, qu'il faut le changer. Il y a une situation nouvelle qui appelle des changements. Il faut un autre hymne national. Il a fait son temps. Il a représenté une paix glorieuse, incontestablement glorieuse. Tous ces gens que je critique, il ne faut pas l'oublier. Ils sont critiquables, mais ils ont réalisé quelque chose d'absolument remarquable. Celle de bouquer, celle d'anéantir le colonialisme en Algérie. Et dans un de mes livres, j'ai tenu à mettre en évidence tout cela. J'ai parlé d'eux comme étant des héros. J'ai défendu, par exemple, Abd al-Rahman. J'ai fait la part des choses, j'ai fait une étude objective de lui, de ses insuffisances, aussi de son apport considérable, de l'apport considérable de Karim Belkacem, des autres encore. Ce sont des héros, incontestablement des héros. Il ne faut pas le nier. L'attaque qu'ils ont accomplie contre le colonialisme français, c'est quand même une puissance, la France, une grande puissance, avec une armée considérable installée en Algérie. Plus de 800 000 hommes. Elle a été vaincue. Ce n'est pas rien. Ce qu'ils ont fait est absolument considérable. C'est un fait historique d'une importance très grande, il faut le dire. Mais il faut parler également d'insuffisance pour avancer. Ouais. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Maintenant, il y a une étape nouvelle. Il y a une étape nouvelle. Malheureusement, cette lutte a abouti, et c'est normal, c'était naturel, c'était la voie qui a été choisie, à une Algérie arabe, arabo-musulmane, qui a fini par être arabo-islamique. Et actuellement, le problème se pose, du reste, il se pose encore, voilà, et non à une Algérie algérienne, à une Algérie qui correspond à ses véritables caractéristiques. C'est pourquoi, dès le début, j'ai dit, la première étape de la libération nationale est faite, la deuxième étape commence, c'est la lutte contre l'arabisme et le néocolonialisme arabe, la lutte contre l'arabisme et l'arabo-islamisme, non pas contre l'islam. Attention, contre l'islamisme. Ceux qui seraient ces islamistes-là, je les ai qualifiés d'assassins contemporains de l'islam. Ce sont des gens qui sont en train de tuer l'islam. Ils maintiennent les positions traditionnelles qui sont dépassées et en les maintenant, ils nuisent à l'islam au lieu de s'inspirer des éléments fondamentaux de l'islam pour les appliquer à l'époque moderne. Ce ne sont pas des islamistes éclairés, c'est des islamites profondeurs en réalité de l'islam. Ce sont des gens, des assassins de l'islam. Le problème se pose donc toujours et la lutte pour la libération nationale se poursuit. C'est la deuxième étape de la lutte de libération nationale. J'oppose aux positions anciennes les positions suivantes. L'Algérie, tous les Algériens, parce qu'il n'y a pas d'Arabes en Algérie, je l'ai dit à maintes reprises. Dès que je suis rentré en Algérie, je l'ai dit, il n'y a pas d'Arabes en Algérie. Il n'y a aucun Arabe en Algérie. Il n'y a que des berbères berbérophones et des berbères arabophones. Les circonstances de l'histoire ont voulu que ces choses-là existent. On ne peut pas ne pas en tenir compte et il faut travailler en tenant compte. Et ce sont des berbères, tous les deux, nous sommes tous des berbères. Et c'est pourquoi que j'ai lancé l'idée, j'étais le premier à la lancer, on a tout fait pour m'étouffer, jusqu'à maintenant on le fait du reste,
la question de libération nationale, l'Algérie est algérienne. Elle doit s'organiser étatiquement en tenant compte des deux communautés nationales qui existent et également en tenant compte des régions qui ont leurs propres particularités. Un État fédéral avec deux communautés nationales, la communauté berbère berbérophone et la communauté berbère arabophone. Toutes les deux ont la même origine, toutes les deux ont fondamentalement la même culture, toutes les deux ont fondamentalement la même histoire. Qu'est-ce qui les diffère? C'est la langue. Les uns parlent le berbère, les autres parlent l'arabe algérien. La langue nationale des berbérophones, c'est la langue berbère, c'est-à-dire la langue nationale des berbères, c'est l'arabe algérien, ce n'est pas la langue arabe classique. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez me poser des questions sur ce point parce que c'est très intéressant. Bien sûr, bien sûr. On aura le point écrit. Donc, l'Algérie, comme je l'ai dit à différentes reprises, ce n'est pas une nation unifiée, c'est un pays unifié, en ce sens que, surtout depuis que les Français sont rentrés et dans l'intérêt des Français, le morcellement tribal et féodal qui existait anciennement a disparu parce qu'il était intéressé à cette unification, mais ce n'est pas une nation unifiée, c'est un pays binational parce que s'il est vrai qu'ils ont une origine commune, s'il est vrai qu'ils ont une histoire commune, s'il est vrai qu'ils ont fondamentalement une culture commune, ils ont quand même, au niveau de la culture, partiellement des particularités et surtout des langues qui sont différentes. Attention, les langues qui sont différentes, la langue berbère, l'arabe algérien, vous savez, il y a beaucoup de berbères dans l'arabe algérien et beaucoup d'arabe algérien dans la langue berbère. Et il faut travailler à l'unité de tout cela avec, évidemment, un pouvoir central. La communauté nationale berbère berbérophone, la communauté nationale berbère arabophone, avec à la tête un pouvoir central et travailler dans le cadre de la fraternité à la libération de cette Algérie dans le domaine de l'histoire, dans le domaine des origines, dans le domaine de la culture et aussi dans le domaine des langues. Si on maintient la langue arabe classique, l'Algérie ne sera jamais indépendante. Elle sera unie aux pays arabes qui développent des idées que l'on connaît, des idées qui sont loin d'être des idées de progrès. Donc, mais vous pouvez me poser des questions. Donc, l'Algérie, c'est une fédération à deux têtes, une Algérie berbère berbérophone et une Algérie berbère arabophone. C'est comme ça. Oui. Donc, ce n'est pas une fédération. Alors les berbères berbérophones réunionnent toutes les provinces, les régions berbérophones, et les arabophones, c'est exactement la même chose que les régions arabophones. Voilà. D'après votre vision. Comme les éléments qui nous unissent sont d'une force exceptionnelle, la fraternité, la grande fraternité doit exister entre nous et il faut la cultiver contre ceux qui cherchent à nous diviser. Et qui cherchent à diviser, en ce qui concerne l'élément berbérophone, qui cherchent absolument à nous diviser. Et il ne faut pas parler, par exemple, de Chaoui au Kabyle, ni au Kabyle au Chaoui, etc., etc. Il faut cultiver l'unité de la communauté berbère berbérophone, l'unité de la communauté berbère arabophone et la fraternité entre ces deux communautés. Mais Darachid, l'Algérie est tellement vaste, c'est plutôt plusieurs entités, comme étant l'État, enfin, le gouvernement de Kabylie, le gouvernement de Chaoui, le gouvernement mozambique, le gouvernement oranais, constantinois. C'est plus plausible que diviser le pays en deux, arabophone et berbérophone. Je trouve la vérité. Écoute, il en sera de même, il n'y a pas un gouvernement, il y a un gouvernement central, il y aura des entités régionales, étatiques régionales, dépendantes de l'État national berbère berbérophone et des entités régionales dépendantes de l'État berbère berbérophone.
elles ne sont pas indépendantes. Cette idée que l'on développe sans beaucoup réfléchir, c'est un sac de crabe, pour ne pas dire un œuf de vipère. Ça ne tient pas debout. Des régions qui pensent uniquement à leurs propres intérêts, indépendamment de ce qui peut nous unir, où ça peut s'accomplir, où l'unité peut se faire. L'unité est absolument impossible. Maintenant, ce qui concerne la Kabylie, en ce qui concerne la Kabylie, je connais très bien la question. Vous savez qu'on m'a accusé d'avoir créé le PKK, vous le savez pas? Non, on ne savait pas, non. Vous le savez? Eh bien, on m'a accusé, comment il s'appelle, le président du gouvernement provisoire, pharmacien de pharmacien, Balkhadda. Ah. Il m'a traité même quelques jours après leur entrée de l'extérieur à l'intérieur du pays. Il m'a traité d'avoir créé le PKK. J'ai défendu la Kabylie, mais j'ai défendu la Kabylie dans le cadre de l'Algérie. J'ajoute qu'on peut défendre la Kabylie qu'en se plaçant dans le cadre de l'unité, efficacement je dis, de l'unité de l'Algérie. C'est en défendant l'unité dans la diversité de l'Algérie que l'on peut mieux défendre les intérêts de la Kabylie, que l'on peut mieux défendre les intérêts des Chaouis, des Mozabites, des gens du Sud, etc., et des arabophones également. Le pouvoir actuel se fiche pas mal de la Kabylie. Je vais vous étonner peut-être en vous disant qu'après l'échec d'Aït Ahmed, de son aventure, immédiatement, temps après ce qu'on appelait l'indépendance de l'Algérie, dans le cadre du développement de la lutte pour le pouvoir, cet échec est catastrophique. Dans le passé, la Kabylie impressionnait. On avait peur de la Kabylie. On tenait compte de ses positions. Depuis cet échec, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on se dit? La Kabylie, on s'en fiche. Si elle se soulève, on lui donnera une tannée, comme on lui a donné déjà du vivant d'Aït Ahmed. Et eux-mêmes travaillent à l'isolement de la Kabylie pour pouvoir rassembler le reste de l'Algérie contre elle et asseoir leur propre domination. C'est une des justifications de sa domination. Et actuellement, il le fait encore. Il ne faut pas oublier que toutes les sociétés, et l'Algérie avec, ont traversé un certain nombre d'étapes. L'étape qu'a connue l'humanité entière évoluer au niveau de leur communauté, du rassemblement dans des communautés. Tout à fait au départ, dans l'ancien temps, c'était des clans qui n'étaient pas unis entre eux, ou qui l'étaient rarement pour s'opposer à d'éventuels ennemis ou à d'éventuels problèmes qui les dominaient, qu'ils rencontraient devant eux. Puis ça a été des tribus. C'est une communauté supérieure au clan. Après ces tribus, il y a eu des rassemblements de tribus, ce qu'on appelle des confédérations de tribus, des communautés donc supérieures à celles des tribus, qui se chamaillaient entre elles. Si vous lisez l'histoire de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, etc., vous allez voir la lutte entre ces communautés. Qui c'est qui va avoir le pouvoir? Qui c'est qui va davantage influencer le pouvoir? Qui c'est qui va être roi de son pays ou empereur? Lisez-le. C'était la lutte entre ces provinces. Le duc d'Aquitaine, le duc de Bourgogne, l'Angleterre qui avait l'Aquitaine avec elle et une partie du nord de la France, etc., etc. C'était la lutte entre les provinces.
Puis les provinces, dans ces provinces se sont fondues progressivement les tribus. Ça a donné des nationalités. C'est une communauté supérieure. Et ces communautés, finalement, se sont regroupées pour donner des communautés supérieures que sont les nations. Et le chemin continuera. Après les nations, il y aura des communautés supérieures. Il faut tenir compte de cela. Il est incontestable que du fait de ce développement, il y a des régions qui ont leurs particularités au niveau culturel, au niveau des traditions, etc. Elles ont leurs particularités. Certaines sont à conserver, d'autres non. Dans la mesure où elles retiennent le développement des pays, il faut s'en passer et les remplacer par d'autres. Il faut en tenir compte. En Allemagne, il y a des landes. En Argentine, il y a des gouverneurs à la tête des régions, un peu partout d'ailleurs dans le monde. C'est organisé comme ça. On en tient compte. On en tient compte. Il n'y a qu'en France, pour des raisons particulières, qu'il n'y a pas eu cette politique a été faite, et on y revient dans le cadre d'une décentralisation administrative qui est autre chose. Une décentralisation administrative est une chose, le fédéralisme, qui est un phénomène politique et constitutionnel, est une autre. Personnellement, je suis pour le fédéralisme et pour une décentralisation administrative pour que ce soit les locaux qui aident à travailler pour leur propre développement. Qui aident à travailler pour leur propre développement. Il y a évidemment l'État qui doit pourvoir à tout. Quelles seront les langues officielles de l'État fédéral algérien selon vous? Alors, pour l'Algérie, c'est le berbère. Il faut travailler à l'unification de la langue berbère. Un travail a été entrepris dans ce sens à la suite des luttes qui se sont produites et de l'affirmation de la modernité quand même, malgré tout ce qu'on a fait pour maintenir l'Algérie dans la pensée féodale, dans la pensée médiévale. Elle s'est quand même imposée, on a fini par en tenir compte. Maintenant, on l'a oublié ces derniers temps. Il faut une langue unique, travailler à la création d'une langue unique, comme on l'a fait partout dans le monde. Évidemment, il y aura des langues régionales qui subsisteront pendant toute une période historique, et puis par la suite, ça deviendra la langue unique, comme la langue française est devenue la langue unique, comme l'allemand est devenu la langue unique, il y a des vestiges des langues anciennes, des dialectes anciens qui existaient dans le passé, il y a encore des vestiges. Et en ce qui concerne la langue, en ce qui concerne la communauté berbère arabophone, c'est l'arabe algérien, ce n'est pas la langue arabe classique. J'aimerais que vous me posiez des questions pour cette langue arabe classique. Oui, c'est fait. Avant cela, Rachid, est-ce que c'est vous facile? Savez, je savais très bien que tout cela est difficile à comprendre. Je savais très bien que tout cela est difficile à comprendre. Un homme ambitieux qui veut avoir une carrière politique importante ne peut pas s'engager dans cette voie. Il n'y a qu'un homme qui est insensible à la popularité pour s'engager dans cette voie qui est une voie difficile, qui triomphera inévitablement, inexorablement, parce qu'elle va dans la marche de l'histoire, dans la marche inébranlable de l'histoire. Je n'y assisterai peut-être pas, mais j'y ai consacré toute ma vie. Acceptant toutes les critiques que l'on peut faire contre moi ou l'isolement que l'on veut organiser autour de moi, qui se brise de manière progressive d'ailleurs. Ce n'est pas sans raison que vous m'avez invité, j'espère. Non, on est à la fin. C'est pour connaître les positions d'Arachid. Sans doute, vous avez considéré que nos idées sont en leur raison d'être et qu'elles sont en train de se propager. Non, nos téléspectateurs, ils vont juger d'eux-mêmes. Le but de nous, c'est de faire connaître les positions de tout le monde, les uns des autres. Donc, je suis en train de poser des questions que le commun des citoyens se pose en général parmi les cabinets. Pour être plus précis, je dis que l'indépendance de la Kabylie est une impossibilité historique. Que les militants qui s'y engagent sont pour la plupart des gens qui sont bien.
C'est le résultat de la politique d'oppression du pouvoir. Ils sont excédés. Ils sont excédés. Finalement, ils se sont dit, bon, allons-y. Ces positions extrêmes, c'est le pouvoir qui en est responsable. L'isolement de la Kabylie est préjudiciable à la Kabylie elle-même. La Kabylie s'est imposée dans l'histoire de la libération nationale contre le colonialisme français parce que la Kabylie a agi à travers l'Algérie entière. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Elle a agi à travers l'Algérie entière. La LN de Kabylie, qui était la mieux préparée pour des raisons historiques, avec les Chaouis, qu'il ne faut pas oublier. Ils ont agi à travers l'Algérie entière, mais surtout la Kabylie, qui était préparée pour cela. Et c'est en pratiquant cette politique d'unité de l'Algérie que l'on rendra les meilleurs services à la Kabylie. Sans ignorer, bien sûr, les particularités qui lui sont propres. Mais en ayant une position égale vis-à-vis des autres régions. Dire, comme on le fait souvent, que nous sommes supérieurs aux autres, c'est nous isoler. Vous allez dire à un Algérien d'une autre région, je suis votre supérieur, vous croyez qu'il va travailler avec vous, qu'il va sympathiser avec vous? Réfléchissez un peu. Or, on le dit trop souvent. Il y a même une fois quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais la race kabyle, elle est super. Qu'est-ce que c'est la race kabyle? Nous sommes tous des berbères. Et puis la race n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. Il faut protéger les particularités de chaque région. C'est la politique à suivre et non pas se limiter à la Kabylie. De chaque région, évidemment, dans un cadre qui est capable de la respecter, c'est le cadre fédéral, tel que je l'ai défini. Un pouvoir central, 2 États fédéraux, des États régionaux rattachés, subordonnés à l'État national qui travaille évidemment à l'unisson avec le pouvoir central. Mais, Abdelrachid, on est en train de discuter. Il y a aussi d'autres modèles sud-africains. Les Sud-Africains, c'est 11 langues officielles. Et vous savez, c'est quoi les langues officielles? C'est comme vous dites l'arabe algérien, le français, Tarveilith, Tachawith, Hamzavith, Tetengith. Est-ce que ce n'est pas une solution, ça non plus? Et regardez qu'est-ce qu'il en est avec l'Afrique du Sud. Il faut travailler. Ça, c'est le travail des services algériens. C'est le travail des services algériens. Il faut diviser l'élément berbérophone. Diviser, nous sommes vaincus. Il ne faut pas oublier la politique du pouvoir qui est une politique d'assimilation forcée. C'est le travail de Ben Bella et de ses ministres qui l'ont suivi. C'est le travail actif de comment s'appelle le général là, comment s'appelle, qui a suivi Ben Bella, de Boumedienne. C'est le travail de Boumedienne. Boumedienne a par la force imposée, il a interdit le berbère dans ses ministères, dans les écoles, dans certaines villes. Le cercle le terrain d'expansion de la langue berbère s'est rétréci en Kabylie de manière progressive. Est-ce que vous le savez? Bougaa, où on parlait, une grande cité. On m'a invité pour faire une conférence. On est passé par Bougaa. Je connais Bougaa parce qu'il y a un historien que je considère du vivant de colonialisme, c'est comme le meilleur historien qu'avait l'Algérie, qui avait traité de cela, il est de cette région. Bougaa ne parle plus que l'arabe. À Tizi Ouzou, on parle assez largement l'arabe. L'un de mes éditeurs, qui est quelqu'un d'intellectuel de qualité, de mes 2 premiers livres, il m'a dit, écoute, j'ai été invité par ma sœur à Tizi Ouzou à dîner. Il m'a dit,
à la maison, on parlait l'arabe. Sa sœur parlait l'arabe. Son beau-frère parlait l'arabe et les enfants parlaient l'arabe. C'était une politique d'assimilation qui a été suivie. C'était une politique de division de l'élément berbère. Il faut que l'élément berbère au fond s'unisse. Il faut absolument qu'ils s'unissent pour faire face à la pression qui s'exerce contre eux. Qu'il s'agisse du pouvoir en train ou qu'il s'agisse des islamistes qui cherchent à tromper les Kabyles. Les islamistes, c'est les pires ennemis de la Kabylie, c'est les pires ennemis de la berbérité. Le temps Face à presse. cette politique de division, c'est une politique d'union. C'est pourquoi, dans ces dernières années, dans toutes mes conférences, j'ai insisté sur cette unité de l'élément berbérophone. Non pas contre l'élément arabophone, mais pour travailler dans la fraternité, mais sur cette unité, en insistant beaucoup. Dans mes dernières conférences, ça fait quelques années quand même, et dans mes derniers écrits, j'ai recommandé à tous mes gens qui m'écoutaient, travailler Alger, la Kabylie, c'est autre chose maintenant. Travailler Alger, travailler les Chaouis, les grands Chaouis. Ce n'est pas n'importe qui, les Chaouis. Les Chaouis ont eu une histoire glorieuse. Ils se sont opposés à tous ceux qui ont cherché à conquérir l'Algérie. Parce qu'ils étaient les premiers, bien sûr, à être en face de l'ennemi. Ils se sont imposés aux Romains. Ils se sont imposés aux Vandales. C'est un roi Chaoui qui s'est opposé, qui a dirigé la lutte contre les Vandales. Et lorsque les Arabes sont rentrés, qui c'est qui a dirigé la lutte? C'est Kousseïla. Et c'est la Kahena. Qui sont-ils? Ce sont des Chaouis. Ils ont un passé glorieux. Tôt ou tard, malgré tout ce qui a été fait pour les maintenir dans l'arriération, ils finiront par accéder à la modernité. Et ils sont en train d'y accéder. Ils sont en train de défendre la renaissance de la langue berbère. Il faut travailler à l'unité. Elle est indispensable, cette unité, si on veut réussir. Vous ne le savez pas sans doute. Les premiers à s'être élevés contre les ulama pour la berbérité, ce sont des Chaouis. Ce sont les oulémas Chaouis, les oulémas de Batna. En 1936, alors que comment il s'appelle? Alors que Ben Bedis parlait de l'arabisme et du panarabisme, alors qu'il parlait d'assimilation, il s'est uni avec les partisans de l'assimilation de l'époque, le docteur Benjeloul et Farhat Abbas, le pharmacien Farhat Abbas, qui à l'époque a cherché la nation algérienne, partout, y compris dans les cimetières, sans la trouver. Il était avec eux. Il est venu en France avec eux pour l'assimilation. Et cette politique d'assimilation, elle est ségrégative. Elle ne concerne qu'une partie des Algériens les plus évolués qui pouvaient bénéficier des droits français. Le reste de la population est restée. Il a pratiqué cette politique. Eh bien, il a voulu répondre à ces idées un petit peu partout. Il a voulu aller à Batna pour imposer ses idées. Eh bien, les oulémas de Batna lui ont répondu, lui ont dit, mais l'Algérie n'est pas arabe, l'Algérie est berbère. Il ne faut pas oublier tout cela. Il ne faut pas pratiquer le fixisme dans l'histoire. Il ne faut pas rester dans la métaphysique. Il faut regarder l'histoire dans son évolution. On est gagné progressivement à la modernité. Et la modernité permet de faire des distinctions en tout, de distinguer les différents phénomènes sociaux et de comprendre qui on est en réalité. Ça s'est fait en Kabylie parce que nous avions une petite élite française. Ça s'est fait en Kabylie parce que la misère a fait que les Kabyles sont venus en France nombreux, et qu'ils ils ont frotté leur cervelle au cerveau ouvrier français, etc., politique français. Donc, ils ont évolué plus tôt que les autres. Ils ont accédé à cette idée de nation authentiquement algérienne.
les premiers, mais les autres viendront, c'est inévitable, y compris les arabophones. Ils viendront, c'est inévitable. C'est l'histoire qui le fait. Ainsi que je l'ai dit dans une de mes conférences, ça se fera non pas parce que Rachid Ali le veut, parce que l'histoire, dans sa marche, le veut. L'Algérie sera algérienne. L'Algérie sera fédérale, qu'on le veuille ou qu'on le veuillera. On fera tout pour l'arrêter, on fera tout pour la retarder, mais on ne parviendra pas à l'arrêter de manière définitive. C'est une impossibilité historique. انت رشيد ما ثوالي راك كي لان كاين يقارن باللي لو طون بريس ثان يشاويين ماشي تصيد دي قيمن يتفن دي جديث لاصول دي ثلاث او تقريبا نجرن الموت لا غابيزاسيون هاد الحو ضمار نو شتي دينان تيزي وزو هاد رشيد خامله هضر نستعرف يكون تكمل لك le temps presse. Les télévisions, soixantaine de chaînes télévision, ils arabisent, ils salafisent matin et soir. C'est presque maintenant, c'est presque impossible de retrouver un peu qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que l'urgence de mettre en place des institutions politiques pour la Kabylie, comme première étape avant les autres, c'est pas une bonne chose d'Arachid? Pour sauver au moins le Kabyle. C'est bien de me poser cette question. Oui. En ce qui concerne les Chaouis, dire qu'ils ont disparu, c'est une faute. Ils sont loin de disparaître. Il y a des manifestations. Mais à Batna, pratiquement 90%, ils parlent en arabe. C'est à Tizi Ouzou, c'est 50%, mais à Batna, c'est 90%. J'ai été à Batna. Vous êtes dans l'erreur. À Batna, précisément, il s'est constitué une association ces derniers temps qui se réclame de la berbérité et qui travaille dans tous les environs. Une institution de l'éducation nationale officielle a demandé aux élèves, à travers leurs professeurs, de dire à leurs parents de venir pour leur dire de supprimer la langue berbère dans l'enseignement. Il y a eu une manifestation monstre qui s'est produite, monstre, à Patna, contre cela. Maintenant, vous dites qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont là. Au Kabylie aussi, on a essayé d'implanter. Mais ces Arabes-là, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ces Arabes-là, qu'on a envoyés avec l'idée d'arabiser le pays, ce sont ceux qui progressivement deviennent des Chaouis. À Akbou, il y a une colonie importante. Avant Azaz, comment ça s'appelle la ville d'Azazga? À Freha, il y a une communauté importante qu'ils ont implantée là-bas. Ils sont tous devenus des berbères. Ils parlent le berbère. Le Batna est devenu l'un des centres de la berbérité actuellement. Il ne faut pas oublier cela. Seconde question. Vous êtes pressé? Eh bien, allez-y. Allez-y. Vous pensez que lorsqu'on veut une chose, on la réalise? Le pouvoir ne demande que cela pour écraser de nouveau la Kabylie. Et il l'écrasera parce qu'il a les forces pour ça. C'est une question de rapport des forces. Depuis Eid Ahmed, depuis l'échec d'Eid Ahmed, la folie d'Eid Ahmed, depuis son échec, le pouvoir ne craint plus la Kabylie. Il suscite des mouvements isolationnistes. Parce que, il dit, s'ils se soulèvent, on va les écraser, puis c'est fini. Mais il les utilise pour mobiliser le reste d'Algérie contre. Réfléchissez bien. Il ne faut pas réagir par sentiment. J'ai toujours dit que la Kabylie manque de stratège. Elle n'a pas de stratège. Il faut être un stratège. Il faut regarder froidement les choses et travailler dans la bonne direction. S'engager avec une stratégie qui est une stratégie efficace et non pas une stratégie qui nous engage dans une voie sans retour.
Oui. Rachid, le parcours unique après Qu'on 60 ans. organise une insurrection quand on voudra, ça sera la joie du pouvoir. Il est content. Il la provoque d'ailleurs, il la provoque. Il veut que la Kabylie s'engage dans une insurrection pour mobiliser l'Algérie, parce qu'il est craintif, c'est que maintenant, il n'a plus peur de la Kabylie. Il travaille à son isolement. Il ne faut pas nous isoler. Il faut poser le problème à travers l'Algérie entière. Et nos idées sont en train, ces derniers temps, avec le Hirak, une situation nouvelle s'est créée. Je ne veux pas parler de la situation actuelle, mais nos idées se sont développées. Elles se sont développées, y compris parmi les arabophones. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Mais c'est un chemin qui aboutira inévitablement. On a placé dans ma route toute une série d'obstacles. On a placé Ahmed dans ma route, on a placé Saïd Saadi dans ma route, on a placé mon propre frère dans ma route. Mais ces idées triompheront qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Peut-être pas de mon vivant, mais ce n'est pas important. Elles triompheront inévitablement parce qu'elles vont dans le sens de l'histoire. Ce n'est pas l'isolement qui va nous conduire à la victoire. Ça nous conduira à l'impasse, uniquement à l'impasse. On sera davantage affaibli encore. Les Kabyles vont abandonner la Kabylie pour revenir dans la région au domaine arabe, ils vont s'arabiser au niveau de la langue. Voilà où peut conduire une insurrection. L'indépendance de l'Algérie est une impossibilité historique, il faut vous mettre ça dans la tête. L'isolement de l'Algérie, quelle que soit sa forme, de la Kabylie, quelle que soit sa forme, est préjudiciable à la Kabylie. J'insiste sur ce point. Nous devons être plus unitaires que n'importe qui et accuser le pouvoir de traîtres et de diviseurs. Ce sont eux les diviseurs. Le seul fait de parler d'Algérie arabe, c'est diviser le pays, parce qu'il y a des fois une population grandissante, sans cesse plus nombreuse, qui est acquise maintenant à l'algérianité. Ce sont eux les diviseurs. Les ennemis de la nation, c'est des islamistes. À propos des islamistes, il ne faut pas qu'on tombe de Charib en Chila. Et c'est grave, c'est plus grave encore. Je m'excuse, j'ai été violent. Hein. Non, c'est bien que les téléspectateurs connaissent tout ça. Hein, c'est la position de Rachid Ali Yahya, les positions uniques. Il a quand venir des toilettes. Donc, Rachid, le parcours unique, après 62, vous étiez torturé par Ben Bella. Est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison? Mais tout simplement parce que je commençais à agiter ces idées. Les idées étaient connues. Vous savez que j'ai créé mon cabinet. Hein. Un jour, quelques temps après ce qu'on a appelé l'indépendance du pays, une fois que Ben Bella s'est imposé en Algérie. Il y a le secrétaire général, enfin, la personne qui est immédiatement après le ministre des Postes, qui est devenu par la suite, c'était un de mes amis qui est devenu par la suite un beau-frère de ma propre sœur. Elle s'est mariée avec son frère. Il jouait le rôle dominant en réalité au ministère parce que son ministre n'a aucune formation importante. C'est bien. Sa femme a été voir ma femme pour lui dire mon mari veut voir votre mari, mais il veut le voir discrètement. On s'est vu. Il m'a dit, écoutez, je tenais à vous voir dans la plus grande discrétion parce qu'autrement, sinon, on se donnait des coups de fil de temps à autre. On était très amis. Il me dit, le premier Algérien à qui on a mis des écouteurs dans son appartement et dans son cabinet, c'est toi. J'étais suivi dès le départ. Parce que dès le départ, il savait que je suis un homme qui ne peut pas
reculer devant l'adversité, qui savent que mon chemin est tracé, qu'il est tracé de manière définitive une fois pour toutes. Rachid, ça s'est passé en quelle année? À quelle époque? Oh, ça s'est passé après l'insurrection de la Kabylie, enfin mon arrestation, c'est passé après l'insurrection de la Kabylie. Sinon, mes idées, tout à fait au départ, des amis nous disaient que Ben Bella va évoluer sur la question nationale parce qu'il s'est prononcé pour un socialisme islamique, certes, mais il tient à avoir de bons rapports avec certains socialistes de tendance marxiste à l'échelle mondiale qui sont des spécialistes de la question nationale, qu'il va donc évoluer cette question. Bon, pendant un certain temps, personnellement, j'ai gardé le silence sur cette question, mais lorsque j'ai vu l'engagement qu'il était, c'était un engagement anti-Kabyle, et c'est un anti-Kabyle à 100% du reste, c'est fini. J'ai pris mes positions vis-à-vis de lui, et il m'a fait arrêter, il m'a fait torturer. Et ceux qui m'ont fait torturer m'ont dit, Rachid, écoute, c'est une bonne chose en réalité qu'on t'ait arrêté, parce que l'ordre a été donné de t'abattre. Ces idées-là, je les ai développées dès le début. Évidemment, ce n'est que la décision que j'ai prise de relancer un parti. C'est avec Boumediene, lorsque j'ai vu que Boumediene était affaibli, on commençait à le discuter au sein du peuple. Il était de plus en plus discuté au sein du peuple. Et puis des discussions également en haut lieu. J'ai estimé que le moment était venu de lancer notre mouvement. Et là, j'ai pensé à créer un mouvement. J'ai pensé à le créer en étant là-bas. Puis, ce sont mes amis qui m'ont dissuadé, qui m'ont dit, écoute, si tu le crées, tu vas te faire arrêter. Le mouvement va mourir dans l'œuf parce qu'il va surtout tourner autour de ta personne. Il vaut mieux partir en France où tu as des relations, travailler là-bas et lancer le mouvement de là-bas. Voilà comment ça s'est fait. C'était en 76. C'était en 76 que vous avez créé le FEA. Non, le FEA en 76. 76, voilà. Le FEA. Oui. Le FEA en 76. Oui. J'ai quitté définitivement l'Algérie en 74 et je l'ai créé en 76. D'accord. OK. Avec le manifeste de l'Algérie algérienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, j'ai déjà le manifeste de l'Algérie algérienne. Oui, voilà. Rachid, des choses à rajouter, c'est très important pour les téléspectateurs. À qui c'est plus? Vous ne m'avez pas posé de questions sur la langue arabe classique, je le regrette parce que je voulais développer ce thème. C'est une langue qui mourra, enfin, qui sera écartée dans tous les pays qui l'utilisent, y compris en Afrique du Nord, bien sûr, y compris en Arabie. C'est une langue propre à un régime féodal ou un régime esclavagiste. Je l'ai traité de langue féodalo-esclavagiste. Ce n'est pas la langue du Coran. La langue du Coran, c'est de parler de la Mecque. C'est l'aristocratie mécoise qui s'est installée en Syrie, à Damas, qui, sur les conseils de chrétiens damassiens qui sont cultivés, de juifs damassiens qui sont cultivés, qu'ils ont créé une langue classique cultivée, difficile, excessivement difficile, tellement difficile qu'on ne peut pas l'apprendre, que le petit peuple ne peut pas la comprendre, tellement difficile, à l'image du latin classique. Du latin classique. Ce sont des langues anciennes qui ont eu leur utilité pendant la période ancienne, qui pouvaient répondre aux questions qui se posaient à l'époque ancienne, mais pas dans la modernité où les langues se développent avec une rapidité extraordinaire. C'est une langue féodalo-esclavagiste. C'est une langue qui n'est pas nationale, elle n'est pas parlée par le peuple. Une langue est nationale lorsqu'elle est parlée par une communauté nationale. Elle n'est même pas la langue nationale en Arabie, scientifiquement parlant, telle que l'univers entier conçoit les langues nationales. Elle n'est même pas la langue nationale en Arabie. C'est une langue très difficile, donc une langue qui ne peut pas évoluer rapidement.
Ça fait un siècle, même un peu plus d'un siècle, que certains travaillent à son évolution. On voit où elle est actuellement. C'est une langue qui ne va pas très loin dans son développement. C'est une langue, j'ai parlé d'elle comme une force d'inertie retardataire. Elle est à ce point une force d'inertie retardataire que certains pays arabes sont en train d'utiliser la langue française, la langue anglaise en son lieu et place. Elle est en train de prendre la place de la langue arabe classique parce que c'est une langue tellement compliquée qu'il n'y a que quelques spécialistes qui peuvent travailler à son évolution, à son développement. Quelques spécialistes et quelques spécialistes d'un haut niveau. Alors que les langues modernes, c'est tout le peuple qui participe à cette lutte. Tout le peuple qui participe à cette lutte. Je tenais à dire quelques mots en ce qui concerne la langue arabe classique. Elle n'est pas nationale. C'est une langue féodalo-esclavagiste. Elle ne peut pas être une langue moderne parce que ce n'est pas le peuple qui marche, qui travaille à son évolution, c'est une partie minime qui est capable de travailler à son niveau. C'est une force d'inertie retardataire. Elle est rejetée dans la catégorie elle sera rejetée dans la catégorie de langue ancienne, comme l'était le latin, qui est une langue qui a joué un rôle important au service évidemment de la féodalité, des esclavagistes, etc. Comme le grec ancien, comme également le nom m'échappe, la langue des brahmanistes dans l'Inde, enfin le nom m'échappe, il va peut-être me revenir tout à l'heure. Ce sont des langues qui sont au service des catégories sociales les plus élevées, au service de la hiérarchie supérieure des sociétés. Elle est au service des dictateurs également, dans les pays arabes et dits arabes, et dans beaucoup de pays musulmans, enfin parlons des pays arabes, et ils l'utilisent surtout parce qu'ils veulent maintenir le peuple dans la médiocrité et dans l'ignorance, tandis que leurs enfants, ils les envoient dans les écoles françaises en Algérie et ils les envoient à l'étranger pour avoir une formation et une formation supérieure à l'égal des citoyens étrangers. C'est fait pour eux, tandis que cette langue, elle est faite pour les Algériens, pour les maintenir dans la médiocrité, pour les maintenir dans l'ignorance. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne cette langue. Alors, le mot de la fin, c'est ce que c'est ça. Vous voulez savoir. Oui. Le combat en Algérie est loin d'être terminé de manière générale. Il est loin d'être terminé. La crise en Algérie, il fut un temps, il y avait beaucoup d'argent avec le pétrole et le gaz, l'exploitation du pétrole et du gaz. Il y avait pas mal d'argent en Algérie qui n'a pas utilisé pour le développement de l'Algérie, du moins qui a été faiblement utilisé pour le développement de l'Algérie. Actuellement, la période des vaches grasses est terminée. C'est la période des vaches maigres. Plus on va, plus l'Algérie aura de moins en moins de ressources financières. La crise financière engendrera la crise économique. C'est ce qui explique les développements actuels du Hirak. Mais ce n'est qu'au début. Mais plus on ira, plus ça se développera, plus ça s'approfondira, plus ça s'élargira. Ça durera longtemps, une décennie, 2 décennies, peut-être davantage. Ceux qui ambitionnent de prendre le pouvoir actuellement, une fois qu'ils auront plus à supposer qu'ils le prennent, auront davantage de difficultés que ceux qui sont actuellement au pouvoir. Ceux qui les suivent actuellement seront mécontents. Leur mécontentement va grandir. Certains vont même dire à l'époque de Bouteflika, la différence à notre avantage est considérable. Ils vont regretter la période de Bouteflika. Ça sera de plus en plus grave.
La crise va s'approfondir, les contradictions vont s'approfondir. La question nationale que nous défendons va se développer de manière considérable. Il y aura une crise politique, une crise sociale, une crise nationale sur la base du développement de cette crise économique. Est-ce que vous pensez qu'ils resteront longtemps au pouvoir? Est-ce que vous pensez que l'armée qu'on vitupère actuellement n'en profitera pas pour reprendre le pouvoir? C'est ce qu'a fait Sisi en Égypte. Les islamistes ont pris le pouvoir pendant un certain temps. Il n'a fait rien, il n'a rien fait pour augmenter le pouvoir d'achat, pour faire avancer l'économie du pays. C'est le contraire qui s'est produit. Sisi le savait. Il a laissé faire les choses. À partir d'un certain moment, il a vu que le mécontentement populaire était grand, des manifestations se faisaient partie, il est intervenu, il a pris le pouvoir. Et il a pris le pouvoir de manière dictatoriale, une dictature de fer. Est-ce qu'on ne peut pas craindre cela demain en Algérie? Une dictature nouvelle de l'armée plus grave encore, plus dangereuse encore pour le pays que celle que nous connaissons actuellement. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la question nationale est la question première à résoudre. La question de la démocratie et de la justice sociale dépend de la solution de la question nationale. Il faut développer ces idées au sein des masses, les développer considérablement pour qu'elles finissent par s'imposer. Il faut qu'il y ait des hommes qui aient une autorité suffisamment grande pour l'imposer. Pratiquer une politique de vengeance vis-à-vis de ceux qui sont actuellement au pouvoir n'est pas intelligent. Une politique de haine n'est pas intelligente. Eux aussi, ils finiront par se refermer sur eux-mêmes et attendre le bon moment pour agir. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Il faut que ce mouvement grandisse, national d'abord, démocratique ensuite, de progrès social ensuite. Il faut qu'il se développe. Et c'est en évitant les contradictions au sein de ce mouvement qu'il sera possible d'engager le pays dans la voie de la sortie de la crise que l'on connaît actuellement et qui, encore une fois, ira s'élargissant et s'approfondissant. Donc, ne croyez pas que le Hirak va résoudre le problème demain. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Il faut poser le problème dans le temps. Il faut poser le problème dans le temps. Ça durera. Cette histoire-là, ce temps-là de crise ne finira pas parce que des forces démocratiques, d'entendez, démocratiques vont prendre le pouvoir. Elle durera longtemps. Aucune force, lorsqu'elle est partielle, ne tiendra en Algérie. Elle connaîtra des bouleversements et des bouleversements graves. Il n'y a que la solution de l'Algérie algérienne, démocratique et de progrès social, unissant les forces nationales fondamentales, appelant les éléments qui sont actuellement hostiles, y compris ceux qui sont au pouvoir, à venir nous rejoindre, à isoler absolument l'élément dictatorial, mais à montrer aux autres que leur position ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, la dictature va finir, en leur disant que notre politique n'est pas une politique de vengeance, n'est pas une politique de haine. Vous aussi, vous êtes des Algériens. Eux aussi, la modernité va les toucher. Attention, il y a des militaires qui sont pour une série algérienne. Et c'est comme ça que l'on peut résoudre le problème à l'unisson de la situation actuelle qui, encore une fois, durera. C'est ainsi que l'on pourra installer un pouvoir qui peut faire face à la situation qui sera difficile et qui durera 10 ans, 20 ans et peut-être davantage. Alors ne croyons pas que si le pouvoir actuel tombe, eh bien c'est fini, c'est la démocratie qui règne. Penser comme ça, c'est être un enfant, c'est ne rien comprendre à la politique, c'est ne rien comprendre à la situation. C'est vraiment enfantin, c'est puéril. Moi,
تنميك الدرشيد سي ان مومون دو بليزير إذن نسعد يديك تفيت ديك يوث ثم ودي دي توالين تيكو 5 كتنسنا مشوار درشيد غاسو لما يتوسل مشى تكثيوين الناس قلنا غا سرثان لا غاني شدنا في الجزائر. Je peux dire un mot pour finir. Oui. Je peux dire un mot pour finir. Oui, vas-y. J'ai choisi une voie difficile, une voie d'impopularité, mais c'est la seule voie qui permettra, qui finira par triompher en Algérie et qui permettra à l'Algérie de se moderniser et de se placer au niveau de tous ces pays modernes que connaît actuellement l'humanité. Voilà, j'en ai terminé. تنمية تاتي تمغلي دارشيد وندقار بلي ماشي تمغليك سهلا تمغلي غير عطلون ما ننسى قاراك بلي دوينا كان اذا فريد غاسولا ما ابيضول وفريد هي سيان نمليل غازن تلاوين النظام ديال حريش تودرث او نديني قيمه دي ثلويث